hommes ensemble, deux femmes ensemble, déjà c'est hideux. Il y a quelque chose de choquant, c'est inesthétique. Les gays, c'est des gens qui n'ont pas de cerveau. C'est comme s'ils faisaient du cinéma, c'est pas naturel. Je parle que de mon histoire et je continuerai à en parler tant que ça ne baissera pas ces agressions homophobes qui ne sont basées uniquement que sur le fait que des gens ne comprennent pas qu'on ne puisse pas aimer de la même façon qu'eux. Je n'ai rien contre les homos, à condition qu'ils n'agressent pas mes petits-enfants ou autre chose. On n'emmerde personne, qu'on nous laisse vivre tranquille. Je suis homosexuel. J'ai une vie ratée et pour moi, ça a été une souffrance permanente. Un homme, une femme, un enfant ou deux enfants, c'est la vie et puis c'est tout. Le reste n'est que de la poudre aux yeux et puis de l'embobinage. J'ai demandé à ma mère comment c'était mai 68, comme j'ai demandé à ma grand-mère comment c'était la guerre. Je me dis qu'un jour mes enfants vont me demander « Maman, comment c'était mariage pour tous ?» Et qu'est-ce que je vais leur répondre? Je pensais qu'on avait évolué, on régresse. Ça a toujours existé l'homophobie, les agressions. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'elles sont de plus en plus violentes. Nous demandons, nous, la repénalisation de l'homosexualité. Même quand on n'est plus rien dans notre tête, il ne faut jamais arrêter de se battre. Et un jour, les choses seront acceptées. Oui, c'est possible de vivre heureux, d'être un pédinguine et d'être heureux. Je suis breton, je suis arrivé en Normandie, j'avais 9-10 ans. J'ai quitté Caen pour venir m'installer à Paris. Le 19 juillet, je rentre d'une semaine de vacances à Barcelone avec ma petite cousine et nous décidons, comme pratiquement tous les jours, avec Albert, mon meilleur ami, de sortir, donc boire un verre au Cargo, ensuite au Banana. Et lui étant tributaire des transports en commun, prend le dernier métro et moi je me dirige pour aller prendre, comme pratiquement tous les soirs, un taxi pour me ramener dans le 14e. La dernière fois qu'on m'a vu, c'était le 19 juillet donc au Banana et on m'a retrouvé le 21. Donc plus de 20 heures après, agonisant, le corps en sang, dans la cité, dans le parc des Lilas à Thiers. Arrivé à l'hôpital, ils m'ont aussitôt plongé dans le coma. Mon pronostic vital était plus qu'engagé. Enfin, je devais vraiment pas être capable de vivre seul et de pouvoir témoigner encore aujourd'hui. Ils me sont tombés à 4 dessus. Ils se sont amusés à m'écraser des mégots de cigarettes sur le torse. Ils ont tapé tellement fort qu'ils ont quand même réussi à me casser la mâchoire. Un poumon perforé. Enfin, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé. Je ne vous parle que de ce qu'ont déclaré mes agresseurs. Quand je dis qu'ils ont pris ma tête pour un ballon de foot, c'est leurs mots, c'est vraiment des déclarations. Moi, agonisant par terre, inconscient, ils se reculaient de 5-6 mètres. Donc ils étaient 2 de chaque côté. Et c'était celui qui prendrait le plus de recul en courant très vite pour taper le plus fort. Dans ma tête. Leur volonté première, tout comme ils ont brûlé ma pièce d'identité, c'était de détruire non pas mon corps, mais tout ce que je représentais en tant qu'homosexuel. Ils se sont pris essentiellement au visage, et puis les vêtements, et donc de brûler ma carte d'identité. J'ai, Dieu merci, souvenir de rien, mais 2 ont quitté la scène et se sont isolés dans le véhicule. Ils sont restés donc à 2 et c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de me sodomiser avec des branches de bois donc, qui traînaient dans ce parc. Et ensuite de cacher mon corps, enfin de le dissimuler sous des branchages. C'était pas le fait que je sois en train de mourir qui les choquait, mais c'était simplement que des promeneurs du parc puissent me voir nu. Ils ont quand même réussi à partir en vacances le lendemain.
Ça, c'était un grand moment. Ça, je l'ai découvert donc durant le procès. Ils ont diffusé les photos qu'ils avaient prises avec leur smartphone et qui sont bien datées du lendemain de mon agression. C'est-à-dire qu'ils me cachent mon corps, je suis en train de mourir, et eux, ils partent en vacances se vider la tête. Lorsqu'on m'a retrouvé dans le coma, on m'a aussitôt plongé dans un coma artificiel. Ils avaient dit à ma famille, au mieux du mieux du mieux, ce sera un légume. Il sera obligatoirement en fauteuil roulant. De toute façon, je devrais être complètement soit paralysé du côté droit, soit du côté gauche. Parce que quand je suis sorti du coma, je suis pas sorti du coma comme ça, à parler, j'étais complètement inerte, j'avais les yeux ouverts, je suivais les gens qui passaient autour de moi, mais je m'exprimais pas. Et c'est justement à ce moment-là où les médecins étaient très pessimistes. Ils n'arrêtaient pas de dire à ma maman, à mes frères, à ma tante qu'ils ne pouvaient absolument pas prévoir de quelle façon ça allait évoluer. Je pouvais très bien rester dans cet état-là, ne pas m'exprimer simplement par le regard. Parce que j'ai une partie du cerveau qui est atrophiée et c'est un endroit où circulent normalement les informations. Donc le cerveau. Parce que le corps humain est super bien fait. Bah maintenant, ça passe par un autre chemin. Donc c'est plus long. Mais j'ai appris à pallier. Je peux maintenant avoir des discussions fluides, contrairement auparavant où il fallait que je réfléchisse. Ma maman m'a réélevé 2 fois. Réappris à marcher, réappris à manger. J'étais devenu un enfant. Donc de me dire que j'ai survécu à une telle barbarie... Je suis contre les homos. C'est contre la loi de Dieu. Les gens ont oublié Sodome et Gomorrhe. Ils ont la mémoire courte, les hommes. Ils ont la mémoire courte. Je découvre que je préfère les filles. Je savais pas vraiment, mais c'est quand j'ai rencontré au lycée ma copine, la fille avec qui je suis aujourd'hui. Quand je rencontre ma copine, je suis à la fois heureuse et en même temps inquiète parce que j'ai grandi dans une famille musulmane. Donc si je voulais être avec un garçon, c'était compliqué parce que voilà, ça se faisait pas, il fallait que j'attende, que je me marie. Donc avec une fille, ça n'existait pas. C'était pas possible. On n'en parlait même pas parce que c'était un sujet tabou. Mon père est informaticien et il aimait bien fouiller un petit peu tout ce que je pouvais faire et regarder. Forcément, il est tombé sur les discussions que je pouvais avoir avec ma copine et là, il est tombé de haut. Ça criait de partout, que ce soit ma mère, mon père ou pour commencer, c'était des mots. Puis après, les jours passent, je vais à mon stage parce que j'étais au lycée, j'étais en stage et j'ai les amis de ma mère qui m'ont vu grandir, qui aussi acceptent pas parce qu'elles ont les mêmes principes que ma famille, qui sont venues me chercher à mon stage en folie, on va dire. Elles sont venues, elles ont même pas parlé à ma responsable ni quoi que ce soit. Elles m'ont attrapée, elles m'ont sortie de là et elles m'ont insultée tout le long d'une rue commerçante où il y avait beaucoup de monde jusqu'à la maison et j'ai pris beaucoup de réflexion. Les mots, c'est que je suis une perverse, je suis une nymphomane, je suis une salope. Parce que voilà, c'est ce qu'ils me disent, que je suis folle et que je dois choisir entre ma famille ou cette fille. Et moi, c'est pas possible. Je peux pas. Donc j'ai dit à ma mère que je pouvais pas choisir. Elle m'a dit comme tu peux pas choisir, eh ben on peut pas accepter. C'est contre la religion d'accepter, donc la porte elle est là. Elle m'a donné mes bagages et je suis partie. Mon lycée a quand même essayé de m'aider pour voir s'il pouvait me mettre en internat
ou quelque part où je peux dormir. Et c'était en foyer, donc j'ai atterri en foyer. J'ai 16 ans à ce moment-là, oui. Il y a deux sortes d'homosexuels, il y a d'abord ceux qui sont malades, puis ceux qui font ça pour de l'argent. C'est des fous qui font ça, c'est pas des gens normaux, c'est des désaxés, puis c'est tout. Bah qu'est-ce que t'as? T'as honte tout d'un coup? Ah c'est vrai. Imagine que ça soit un de tes collègues qui passe, t'aurais vraiment l'air d'un con. Hein. C'est pas n'importe quoi Thomas. Simplement si t'as décidé de partir une fois tes affaires terminées, j'aimerais bien que tu me le dises avant. Tu veux quoi? Que je te fasse des grands serments comme un joli petit couple? Mais non. Alors fais pas chier. Alors, ce qui est étrange, justement, quand j'ai découvert cette homosexualité, c'est que je me suis pas posé de questions. Au contraire, j'étais très fier d'avoir trouvé. C'était bizarrement, étrangement, c'est pas si étrange que ça, mais ça a été libérateur quand même. Sans en dévoiler trop, mais se retrouver dans les bras d'un homme, c'était effectivement ce qu'il me fallait. Et non, je n'ai pas vécu la chose comme un gros changement. J'ai vu la chose comme une nouvelle vie. Ou une continuité, c'est-à-dire, ça y est, tu vas pouvoir être entièrement Laurent. Voilà. Mais ça n'a pas été une révolution terrible pour moi. Ça a plus été une révolution pour mes parents, je pense. Parce que comme je voyais pas les choses d'une manière... Enfin, je voyais pas l'homosexualité d'une manière très très grave, puisque moi j'ai été élevé dans un univers très ouvert, très très libéral, enfin voilà. Ben, moi je suis arrivé avec ma grande bouche, quoi, et j'ai dit, maman, il y a un truc qui a changé chez moi. Ma mère, alors j'étais un jeune fumeur à l'époque de cigarettes, ma mère a cru que j'avais arrêté de fumer. Elle me dit, c'est bien, t'as arrêté de fumer? Je fais, non maman, j'ai couché avec un garçon. Et là, ma mère est partie en courant, elle a commencé à rigoler, à pleurer, à rigoler, à pleurer. Et là, j'ai été surpris, parce que je ne savais plus quoi faire. Je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Et mon père a eu une réaction qu'on pourrait croire violente, mais qui est d'une douceur extrême. Il m'a presque pas regardé, il lisait son journal, il me dit « Laurent, tu fais tes affaires et tu t'en vas ». Alors là, évidemment, ça a été le coup de poignard, parce que je ne pensais pas que mon père aurait eu cette réaction. 3 petits points. Tu t'en vas, parce que je risque de te dire des choses que je ne pense pas, parce que je ne connais pas. Et là, j'ai été soulagé, et là, j'ai dit « Merci, papa ». Donc je suis parti, et il a fallu peut-être, on va dire, entre 6 mois et 1 an, pour que mon père et ma mère reviennent doucettement vers moi. Donc, mais il faut laisser du temps aux parents, surtout aux mamans. Maman avait cette peur, la peur de mon fils qui a l'air si bien dans sa peau, si bien, qui commence à bien évoluer, hop, il m'annonce qu'il est homosexuel. Est-ce que c'est pas un handicap pour lui? Donc il a fallu que je la rassure, mais pas que je la rassure par les mots, que je la rassure par ma vie. Et en fait, quand elle a vu que ma vie était pas plus chaotique qu'un autre, et que j'étais très heureux avec l'homme qui partageait ma vie à l'époque, ben elle s'est dit, tout va bien. J'ai grandi dans un milieu juif orthodoxe. J'ai toujours connu ma mère la tête couverte. J'ai toujours fait, on appelle ça le Shabbat. J'étais un enfant heureux. Je me sentais aimé. J'aimais mes parents. Tout allait très bien. Un jour, je tombe amoureux d'un garçon qui a 22 ans. Bon, premier amour, donc je le trouve magnifique, adorable, gentil. Tout va bien. On vit l'histoire, la réelle histoire qui se passe entre nous, oui, en secret. Ma mère sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, elle a fouillé dans mon téléphone et elle a découvert énormément de trucs. Je veux dire, tout ce qu'un gamin de 18 ans peut avoir dans son téléphone, quoi.
Et voilà comment elle a officiellement pris connaissance des choses. J'ai envie de dire, en l'espace de même pas 24 heures, je suis passé du gentil toutou, adorable, chouchou, à l'enfant insupportable, ingrat et complètement mauvais. Dans leur tête, c'est comme si qu'il y avait un mal qui me possédait et qu'il fallait faire un truc pour qu'il s'en aille. Donc en fait, moi-même, même aujourd'hui, ils m'aiment toujours. Simplement pour eux, il y a ce mal-là et tant qu'il est encore là, bah, c'est pas possible. Et ma mère m'a emmené voir des rabbins, des médecins. J'ai fait parce que je me suis dit, et si je changeais réellement du coup? Donc à la limite. Et puis après, je me suis vite rendu compte que ça marchait pas pour moi. Alors j'ai commencé à dire oui, je suis gay et c'est comme ça. Là, les choses ont pris une toute autre tournure. Donc on avait plus de confiance du tout. J'avais plus le droit de parler à mes frères et sœurs. C'était des coups, c'était verbal, c'était physique, c'était psychologique, c'était de la manipulation, du chantage, des coups. Ils avaient des problèmes avec l'appartement et donc ils recevaient une feuille et ils disaient tu vois, regarde où tu nous as emmenés. Quel rapport avec moi, quoi. Et bah, encore pire, c'est ma sœur qui a une mauvaise note à l'école. Bah, tu sais c'est à cause de qui? Bah. Donc c'était injuste. Voilà. Là, je me sentais plus du tout en sécurité chez moi. Quand je mettais mes affaires au linge, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que mon armoire, il n'y avait plus. Je me suis dit, quand même, maman, elle a du retard là dans le linge. Et je cherche mes affaires, je les trouve pas. Et je dis à ma mère, t'as pas vu ce pantalon-là? Ah si, ils sont dans un sac poubelle dans ton balcon. J'avais même pas le droit de laver mes affaires en fait. J'ai juste le droit de les voir dans un sac poubelle sale. Et donc je peux pas les mettre. À la limite, je les mettais sales. Un jour, j'arrive, mes petites étagères au-dessus du bureau avec mes effets personnels, tout avait disparu. Je descends à la benne à ordures, je découvre un gros sac poubelle avec toutes mes affaires dedans. C'est presque de la torture en fait, c'était horrible. Quand j'ai mes bagages, mes parents me disent que je dois partir. J'étais en foyer, mais je continue à aller au lycée. J'avais pas arrêté. J'étais tellement mal que j'ai pris beaucoup de médicaments, très forts. Et je suis tombée dans le lycée. J'ai atterri à l'hôpital où on m'a réanimée. Parce que voilà, j'étais vraiment... j'y suis restée, quoi. J'ai été internée juste après que je sois en réanimation. Je suis restée quand même un mois à peu près en hôpital psychiatrique. C'était trop insupportable pour moi. Fallait que je revoie ma famille, que je leur dise que je les aime parce que c'est le cas. Et du coup, j'ai décidé de retourner chez mes parents. Donc de toquer à la porte et de leur dire que j'ai changé et je veux re-rentrer dans la famille. Je sais que je leur mens, mais je me dis que avec le temps, je vais m'y faire et je vais devenir comme ils veulent. Ce qui est décidé, c'est que j'ai mon cousin qui me tournait autour depuis tellement longtemps, avec qui il s'est passé des choses très dures. Il a profité de moi quand j'étais plus jeune. Moi, je le détestais, mais fallait que je sois avec quelqu'un. Et pour ma famille, c'était avec ce garçon que j'aurais dû être, que je devrais rester, parce que c'est avec lui que j'ai perdu une partie de moi. Voilà. Une fois qu'on s'est mariés, il y a eu de la violence physique, morale, tout ce qu'il peut avoir, il me l'a fait. Il m'a fait payer
le fait que j'ai pu être avec une fille avant. Il supportait pas. Il m'a complètement séquestrée. J'avais le droit à aucune copine. C'était lui qui m'emmenait partout. S'il n'était pas là, je sortais pas. Je restais à la maison. Je pouvais pas ouvrir la porte. Si quelqu'un toquait, je pouvais pas. J'avais rien le droit. Il y a eu des coups, il y a eu des moments, où il profitait de moi. Quand on est marié et qu'on est avec quelqu'un, forcément, il faut vivre le mariage en entier, quoi. Donc, je faisais ce qu'il me disait de faire, sans même essayer de me débattre sur quoi que ce soit. Au bout d'un moment, c'était fini. Je savais que, voilà, c'était où j'acceptais, ou je me battais tout le temps. Donc, j'ai fini par laisser faire. J'étais juste un corps, et mon cerveau, c'était lui, parce que c'était lui qui disait fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Je me battais plus. Mon père, il disait rien. Il disait rien parce que pour lui, ça le concernait pas vraiment. C'était ma vie avec cette personne et il fallait pas se mêler. Ma mère, elle laissait faire, mais c'était un peu plus dur pour elle quand même. Elle se rendait compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas et que j'étais pas heureuse. Et le jour où elle m'a vue arriver avec un œil au beurre noir, là, elle a commencé vraiment à réfléchir, à se dire, mais et les bleus que j'ai pas vus, parce que celui-là, je le vois, ceux que j'ai pas vus. Donc, elle a préféré que je vive avec une fille heureuse plutôt qu'avec un garçon malheureux jusqu'à la fin de mes jours, quoi. Et il fallait le dire à mon père. Et mon père, c'était plus compliqué. Il m'a dit, écoute, tu choisis ta vie, tu veux faire ta vie, tu l'as fait, mais moi je suis plus là, j'existe plus. Donc j'ai décidé de partir et le jour du départ, le matin, j'ai voulu dire au revoir à mon père et effectivement c'était fini. Il était allongé sur le canapé, il s'est tourné et voilà. Il m'a plus reparler. L'homosexualité reste une déviance. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas normal, c'est un vice, quoi. Mon père est, paradoxalement, quelqu'un d'extrêmement calme. C'est quelqu'un de très respecté, énormément apprécié par les gens de la communauté, ses voisins, ses amis, ou des parents qui disaient je sais pas comment ton père il fait pour s'en sortir comme ça avec ses enfants, mais c'est vraiment un père exemplaire. Puis moi qui rentré dans la maison, je dis père exemplaire, ouais, super. Le fameux jour J, 21 mars 2013, il m'a frappé sévèrement. C'était très dur. Je me suis laissé frapper. Je me suis même mis par terre, volontairement. Une sorte de soumission en disant, ça y est, tu veux que je m'arrête, je m'arrête. Mais ça n'a pas suffi. Donc du coup, je me suis relevé, je lui ai attrapé les mains et je lui ai dit, voilà. Je n'ai jamais levé de ma vie de la main sur mes parents. Et j'en ai vraiment pas envie de le faire, donc évite de me forcer à le faire. Je vais pas me battre avec toi. Arrête. Et là, il était choqué de mon comportement parce que je me suis toujours soumis un peu à lui en disant c'est mon père, il faut le respecter. Et là, je lui ai dit si t'es pas content, moi à la porte. Tant pis. Mais on le dit, mais on espère qu'il va pas le faire, quoi. Je veux dire, fais pas ça, s'il te plaît, je suis ton fils. Mais non, il s'est énervé et il m'a demandé de partir et de plus jamais remettre les pieds chez lui. Il neigeait, c'était le premier jour du printemps. D'ailleurs, je me rappelle sur les réseaux sociaux, les gens ils écrivaient printemps dans la neige. Et j'ai jamais compris comment il a pu faire une chose pareille. Je comprends très bien qu'on puisse pas vivre ensemble, ça, et je n'ai aucun problème là-dessus,
Mais il y a partir et partir. On peut partir la main dans la main en homme, quoi. En homme responsable, en adulte. Là, il n'y avait rien d'humain. On dirait une biche qui jette son fan parce qu'elle n'a plus l'odeur qu'elle voulait avoir, quoi. Tu ressembles plus du tout à ce que je pensais que t'étais. Du coup, je veux plus de toi, même si t'as encore besoin de moi. Le jour qui a suivi, ça a été police. Ça a été hôpital. Il m'avait poussé et ma tête, elle avait... Eh ben, je pouvais plus bouger, en fait, la tête et jusqu'au milieu du dos. Donc, du coup, je marchais comme ça, comme une sorte de robot. Je restais des heures dehors à me balader, marcher. Et j'ai surtout pas sauté dans la Seine. Jamais. Et c'est jamais un truc à faire. Aujourd'hui, après tout ce que j'ai vécu, je me dis que vivre sous un pont, c'est pas la pire chose. Croyez-moi, j'ai découvert des sous-sols que je pensais inexistants. Je croyais être au plus bas, et puis il y avait un -1, un -2. Et croyez-moi, il y avait même -100, je n'avais aucune conscience. Donc j'ai commencé à chercher un travail en urgence, j'ai arrêté mes études et j'ai pris une place au refuge parce que ça s'était libéré. Je suis resté 6 mois là-bas. Des gens qui te soutenaient, des bénévoles super volontaires. Alors on se sent pas protégé parce qu'on n'a jamais eu une aussi belle protection que celle de ses parents. Mais je le prends comme étant une expérience de vie qui m'a fait mûrir, qui m'a fait rencontrer des gens, qui m'a fait voyager, qui m'a fait déménager 8 fois dans une même année. Croyez-moi, ça c'est de l'expérience. Quand j'ai 21 ans, 21 ans, je dirais qu'autour de moi, c'est vrai que c'est un petit peu particulier dans la famille. Ah bah oui, bah tiens, tu sais, il serait peut-être temps de te caser, ne sachant absolument rien de la vie. Quand je dis rien, rien. Donc j'ai accepté cette espèce je dirais de compromis, puisqu'on m'a présenté un garçon que je ne connaissais pas, qui avait l'air, à ce moment-là, pas bien méchant, hein. Je me suis dit, il doit être comme moi, il est peut-être épris de liberté, et à nous deux, on va pouvoir peut-être faire quelque chose de sympa. Sexuellement, ça se passait de façon catastrophique, parce qu'en fait, dès le départ, je me suis dit, bon, là, je suis pas à ma place. Sans pouvoir mettre de mots sur cette situation. J'étais dans un espèce de brouillard. Et donc, j'ai aussi eu des enfants. Pour moi, c'était très important. Alors, j'essayais d'être la meilleure femme possible. À Strasbourg, à un moment donné, il y avait un petit café qui était tenu par des lesbiennes. Où il y avait bien sûr que des lesbiennes. Et un jour, je prends mon courage à deux mains, parce que là, il m'a fallu du courage. Et je suis rentrée dans ce troquet. C'était l'Éden pour moi. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Et j'étais bien. Je me disais, mais non, voilà, bien sûr que c'est naturel. C'est fort possible que tu sois lesbienne. Je dis, mais je suis mariée. Et alors, voilà. Et c'est comme ça que j'ai rencontré ma femme. Donc, qui est ma femme aujourd'hui. La première seconde, je lui ai dit, écoute, tu veux me marier avec toi? C'était, encore aujourd'hui, je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé. Et c'est toujours aussi fabuleux encore aujourd'hui. Mais là, à ce moment-là, j'ai été envahie par plein de ressentis parce que je me suis dit, je tombe amoureuse, mais folle, raide, dingue, de cette femme et t'es mariée. Comment tu vas faire ça?
Alors là, à ce moment-là, je me suis dit, Tabellion, t'as un problème. Je savais que le fait de quitter mon domicile conjugal serait terrible. Mais j'étais à des années-lumière de m'imaginer ce qui m'attendait. Donc il a téléphoné à toute ma famille en disant « Ouais, elle est partie avec une gouine, elle m'a laissé seule avec mes 2 enfants. » Les collègues, pareil. Les amis, le désert de Gobi, il n'y avait plus personne. Parce que j'étais vraiment la salope. Pardon pour le mot. Mais c'était ça. Lesbienne, je quitte un mec aussi sympa pour une femme. Alors là, j'étais la traînée. Ça les a bousculés, parce que c'est vrai que dans notre famille, des gouines, il n'y en avait pas. Hein. Et je dirais que si à ce moment-là, il n'y avait pas eu Marisa, je crois que je me serais foutu. J'avais des drôles d'idées. Je ne voyais pas le bout du tunnel, parce que tout venait de partout. À partir du moment où on a décidé de faire un bout de chemin ensemble, on s'est dit, bon, voilà, on travaille toutes les deux, on va essayer de se trouver un appartement. Mais là, c'était l'horreur. Alors à partir du moment où vous vous présentez comme un couple, puisque là, il était hors de question de raconter, de colocataire. C'était fini. On se présentait comme un couple. C'était en 94, hein. C'était hier. Les gens disaient, ah non, on ne veut pas de gens comme vous. Bon. Puis on voit un petit peu plus loin, toujours dans le nord de l'Alsace, une annonce d'une petite maison. On déménage dans cette petite maison qui était adorable. Et on était tellement heureuses qu'on est descendu dans la rue, pas dans la rue, dans la cour interne. Hein. Et on s'est pris dans les bras toutes les deux, puis on a pleuré, tu vois, parce qu'on s'est dit, bon, on a réussi. Et la personne, elle est sortie, la propriétaire, et là, elle a commencé à nous insulter. Je ne veux pas de gens comme vous. Et là, c'était terrible. Alors, elle nous mettait des crottes de chat. On avait plein de plantes devant, des géraniums qui étaient très fleurés. Elle nous a mis du javel dans toutes les plantes. Elles ont toutes crevé. Elle nous éteignait elle nous coupait l'électricité. À plusieurs reprises, elle sortait, elle était très violente. Elle nous insultait. Et c'est vrai qu'un jour, c'est la première fois que ça m'est arrivé. Elle m'a tellement poussée à bout. Je l'ai prise au collet. C'est une personne âgée, elle avait l'âge de ma maman. Je l'ai collée au mur. Marisa m'a retenue, je ne sais pas, j'avais juste une envie, très franchement, de lui fracasser la tête contre la maison. Donc là, on s'est dit, bon, dans ces conditions-là, on ne peut pas rester. Moi, je découperai tout ça en tôle. Pourquoi, madame? Parce que ce n'est pas normal. Le bon Dieu nous a pas mis sur terre pour ça. Une famille plutôt bourgeoise, on va dire, plutôt catholique, qui vote à droite. La famille traditionnelle, la plus traditionnelle dans le sens romantique du terme. Pour moi, ma grand-mère, c'était vraiment qu'est-ce que t'es une petite fille gentille et agréable, vivement que t'as un mari et vous aurez vraiment des superbes enfants, intelligents et enjoués, et voilà. Et quand je me suis rendu compte que j'étais lesbienne, pourquoi je changerais ça? J'étais la même personne, exactement la même personne, j'avais les mêmes envies, la même éducation, les mêmes valeurs, les mêmes croyances, que ce soit spirituelles ou politiques. Ma sexualité, ce n'est qu'une sexualité, ce n'est rien d'autre. Pourquoi j'allais remettre en question tout ce qui constitue ma vie? La seule chose que j'avais à remettre en question, c'était ce que j'allais le faire, avec qui j'allais le faire. C'est la simple question, avec qui j'allais le faire. Et avec qui j'allais le faire? Avec une femme. Et donc à partir de là, j'ai
J'ai inclus le détail femme dans mon foyer, dans mon idéal de foyer, en disant bah, finalement ce ne sera pas un mari, ce sera une femme. Et ça s'est resté là, sans aucun drame, pour moi en tout cas. Au départ, je décide de cacher ma sexualité à ma famille. Parce que mes parents étaient quand même de droite et qu'on était en pleine investiture du pape et qu'ils étaient très contents d'avoir un pape plutôt extrémiste. Donc ça refroidit un petit peu. Et je leur en ai parlé plus tard quand j'étais vraiment pas sûre, parce que dès le départ j'étais sûre de ma sexualité, quand j'étais à l'aise avec tout ce que ça impliquait. Donc je l'ai dit à ma maman en lui disant, au moment où je partais en fait, en disant je pars parce que je suis lesbienne et que je sais que tu me comprendras pas. Elle n'a pas compris. De prime abord, elle n'a pas compris. C'était vraiment un choc pour elle. Je pense qu'aucun parent ne veut que son enfant soit gay. Même si certains parents se disent je m'en fous, mon enfant fera ce qu'il veut. Sur le fait accompli, c'est surtout les autres et pas le sien. Donc première réaction, mais t'es si jolie et t'es si intelligente, pourquoi? Et elle s'est dit, ma fille est lesbienne, elle ne pourra pas avoir d'enfant. Ne pas avoir d'enfant, c'est se refuser une descendance, se refuser un héritage. C'est une coupure nette dans l'histoire familiale. Ça s'arrête tout de suite. Et là, elle s'est dit, quel gâchis. Quel gâchis, parce que j'ai tout fait pour bien l'éduquer. J'ai voulu lui donner toutes les clés pour grandir, pour se construire. Et c'est fichu par terre. Les relations physiques homosexuelles ne peuvent pas cadrer avec la tradition morale, biblique et chrétienne, et il n'est pas possible moralement de les accepter. Donc aujourd'hui, ça fait 10 ans que j'ai fait mon coming out, effectivement. Elle l'a digéré, elle s'est habituée, en tout cas elle s'est habituée. Elle comprendra vraiment jamais. Je pense qu'elle est dans un monde, dans une époque où l'homosexualité était interdite. Elle était pénalisée. Elle était pénalisée pourquoi? Parce qu'elle était vue comme de la débauche. On lui a appris toute son enfance que c'était de la débauche. À l'église, on lui apprend que c'est de la débauche. Je pense qu'elle s'en détache petit à petit. Je pense qu'elle s'en détachera encore plus quand j'aurai ma femme et mes enfants et qu'elle verra que c'est la vie normale, quoi. On est tous issus d'un papa et d'une maman et on trouve ça normal que chaque enfant ait la chance d'avoir un papa et une maman. De papa pour faire un enfant, comment faites-vous? Vous m'expliquez? Alors la nature est si bien faite que l'homme et la femme sont complémentaires. À un moment, j'ai vraiment eu l'horloge biologique qui s'est réveillée. Je me dis, j'ai vraiment envie d'avoir un enfant. Et en plein mariage pour tous en plus, donc c'était vraiment, on l'avait là. Elle m'a dit, mais c'est si simple d'avoir un enfant. Pourquoi tu te mets pas avec un homme, vous faites un enfant et vous divorcez après? Des petites phrases comme ça. Ou alors, mais va dans un bar. Va dans un bar, tout simplement. C'est pas la première fois que ça arrivera, c'est pas la dernière. Va dans un bar et trouve-toi un homme. Ou l'incompréhension totale par rapport à ma situation. En tant que célibataire, forcément, elle aimerait que je sois accompagnée parce qu'on veut toujours que ses enfants soient heureux en ménage. Et qui me dit, si tu trouves pas des gens comme toi, peut-être que t'es pas dans le bon endroit, peut-être que t'es pas dans le bon cercle social. C'est des bons sentiments, juste c'est malvenu. Parce qu'elle ne comprend pas, parce qu'elle me propose. Et si t'allais dans des clubs échangistes, si t'allais t'inscrire sur un site libertin, parce que ce sont des gens comme toi. Des gens comme moi, dans quelle mesure? Oui, parce qu'ils sont ouverts à une autre sexualité que celle communément admise, et au niveau des valeurs. Et quand elle me dit ça, c'est terrible, parce que j'ai l'impression que tout ce qu'elle m'a inculqué, elle le met à la poubelle. Voilà, elle m'a appris que dans la vie, pour être heureux, il fallait avoir une petite famille, s'occuper, être généreux avec les autres, etc. Et surtout, on m'a appris qu'il fallait que je sois droite dans mes bottes, qu'il fallait que je sois... Oui, que j'ai vraiment des valeurs traditionnelles. Et parce que je suis lesbienne, on envoie tout ça à la poubelle. Je trouve ce mariage pour tous parfaitement ridicule. Ça ridiculise l'institution du mariage qui me paraît comme un des socles de la famille qui elle-même est un élément constitutif très important de la société.
Un soir, au mois d'avril, mon copain et moi, on quitte une fête chez des amis. On marche bras dessus, bras dessous, ce qu'on fait pas souvent en public. Mais on avait bu quelque chose, on était joyeux, c'était une belle soirée avec des amis. Et là, voilà, le pire arrive. Moi, je reçois des coups, je tombe. Il faut dire que pour moi, ça devient tout de suite noir devant les yeux. Je me souviens pas grand-chose. Probablement 2 ou 3 mecs se lâchent sur moi, donnent des coups de pied dans le visage pendant que je suis par terre, qui fait des fractures dans mon crâne. Je perds une dent, j'ai la bouche pleine de sang et les lèvres déchirées. À ce moment-là, moi, je suis inconscient. Olivier essaie de me protéger en hurlant. Là, ils partent. À un certain moment, je me réveille et je commence idiotement à chercher ma dent. Et je dis, je veux rentrer. Olivier me dit, non, reste. J'étais dans une mare de sang. Il faut attendre les secours. Bon, mes souvenirs sont un peu troubles de cette nuit-là. Après, j'ai l'idée de me réveiller dans une ambulance qui me ramène au plus vite vers les urgences. Et donc, on a été attaqué. Olivier a entendu dire « aide des homos ». Les mecs sont traversés et commencé à lâcher leur haine et leur agressivité sur nous. Je passe la nuit sur les urgences après l'agression et en rentrant chez moi, je dis il faut prendre une photo pour montrer aux salauds, quand ils les ont trouvés, ce qu'ils ont fait. Olivier donc prend une photo de mon visage. Je porte encore la chemise blanche de la même nuit qui est pleine de taches de sang. Et très vite après l'avoir placé cette photo sur Facebook, il y a un mouvement qui se développe. En anglais, c'est pas un viral. Ça commence à tourner en rond, à être partagé. Et là, après quelques heures, on se rend compte que ça fait extrêmement vite. Il y a des journalistes qui nous appellent. Et voilà, dès le lendemain, il y a la presse française, il y a Reuters, il y a l'Agence France Presse qui veulent parler à nous. Donc ça prend une énorme ampleur. Les homosexuels sont-ils nuisibles à l'intérêt général? Oui. Oui. En étant gay, en étant lesbienne, on sait que forcément il y aura des gens qui vont pas accepter. On sait qu'il y aura des fanatiques, qu'il y aura des extrémistes. On le sait. Ça existe. Mais avant les manifs pour tous, il y a une entente cordiale. Les manifs pour tous, je l'ai vécu comme un harcèlement moral. C'était H24. Tous les jours, 7 jours sur 7. C'était, je me lève le matin, j'allume la radio, Brigitte Bardot a dit ceci, Christine Boutin a dit cela. Je sors de chez moi, j'ai des affiches sur les panneaux, j'ai des affiches sur les murs, j'ai des tags par terre. Je vais dans le métro, je me fais tracter une première fois. Ou des gens bien sous tout rapport, hein. Vous savez, ils sont jamais ils sont toujours très beaux. Moi, je les trouve très beaux. Toujours très propres. Très accueillants, qui vous disent « Venez avec nous ». Bien sûr. Je rentre dans le métro, bon, ça commence déjà à peser. On sent la journée qui commence mal, quoi. Je travaille dans un milieu aisé. Où les catholiques sont très présents. Donc au travail, chez moi, hein, dans ma galerie, j'entends « Ah oui, il faut qu'on y aille dimanche, attends, on va pas laisser passer ça, c'est pas possible, quelle honte, quelle débauche !» Tous les jours, on rentre chez soi, on allume le journal de 20h, et là vous avez les images de millions de personnes dans la rue qui crient que vous êtes une abomination. C'est une loi qui est contre nature, en fait, et qui mène la France à sa perte dans l'immoralité, dans la débauche, dans tout ce qui est contraire à la loi naturelle, en fait. Et ne pas laisser passer une pareille ignominie. Petit à petit,
Je me suis mis à pleurer, d'abord dans mon lit, puis un petit peu plus tôt, journal de 20h, et puis un peu plus tôt à 6h, et puis dès le matin. On se remet pas en question, mais on est obligé de craquer. Et d'autant plus que ces gens-là, les manifs pour tous, c'est des gens comme moi. C'est des gens qui ont été éduqués comme moi, que je fréquente tous les jours, que j'ai fréquenté dans mes études, que je fréquente dans mon travail, parfois même dans ma vie personnelle par amitié familiale. C'est des gens que ma mère fréquente et apprécie. Je me suis sentie rejetée par ma propre famille spirituelle, ma propre famille sociale. J'avais vraiment l'impression d'être une malpropre et qu'on me jetait à la rue. Et en plus, je travaillais dans l'histoire et l'art. Donc, tout ce qui se dit, chacune de leurs pancartes, dans ma tête, j'ai une référence par rapport à l'histoire des Noirs aux États-Unis, par rapport, bien sûr, à la Shoah. Et je me dis, on y vient. C'est le début, parce que ça commence toujours tout doux, vous savez. Ça commence toujours avec des petites piques, l'air de rien. Et les gens se disent, oh, laisse-les parler. C'est toujours comme ça. Sauf que, moi, je me dis, où est-ce qu'ils vont s'arrêter? Où est-ce que ça va aller? Parce que c'est tout ce qu'ils veulent. Que je dégage. Je me souviens, on se disait, mais d'où vient cette homophobie soudaine? Et on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout une homophobie soudaine. Cette homophobie, cette haine de l'autre, était toujours là. Là, elle est devenue explicite, car je pense beaucoup de gens qui ont manifesté, et surtout leurs leaders, un homo ou lesbienne ici ou là, ça ne les gêne pas trop, tant qu'ils ne sont pas trop proches, et ce n'est pas ta propre famille. Mais oh là, dès qu'ils commencent à devenir visibles, réclamer des droits, de l'égalité, des droits comme tous les autres, ni moins ni plus. Soudainement, il y avait des garçons et des filles, et des hommes et des femmes, dans la rue, visibles, bientôt à la mairie, dans leur salle de fête ou salle de mariage, et là, non. Et donc ça a inspiré une certaine peur, et donc une énorme haine. Ça l'a rendu explicite, mais j'en suis convaincu qu'elle était déjà là. Après 136 heures et 46 minutes de débat, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. J'en ai rien à foutre de devenir attaché préfectoral, sous-préfet, préfet, ministre. Et je ne veux qu'une chose, c'est être près de toi. Tu me crois? Oui. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à tout ça, j'ai flippé. Je croyais que je comptais plus pour toi. Non, c'est de ma faute. Je voyais que t'allais pas bien et je savais pas comment faire pour t'aider. Bah, dis-moi juste que tu m'aimes, ça me suffira. Je t'aime. Pendant les premières années où Thomas était avec Nicolas, on était le couple préféré des Français dans la série, pas juste dans ce support. Et ça, je trouvais ça énorme. Voilà. Et là, depuis juillet dernier, enfin juin-juillet dernier, effectivement, les choses ont changé. Aujourd'hui, depuis ces manifestations, les gens contre l'homosexualité, d'ailleurs comment peut-être contre l'homosexualité, c'est complètement fou, aujourd'hui traversent la rue pour me dire qu'ils sont contre moi. Et contre mon personnage, du coup. Et alors ce qui est pour moi étrange, c'est que cette série a fait évoluer pas mal les mentalités, et puis tout d'un coup, on régresse. Mais on régresse à vue d'œil, quoi. C'est un truc de fou, cette régression mentale qu'on a aujourd'hui en France. Récemment, il m'est arrivé une petite mésaventure dans un magasin. J'allais juste faire des courses, comme ça nous arrive tous. Et effectivement, un monsieur n'a pas dû apprécier que je partage son magasin. Il n'a pas supporté qu'un homosexuel, parce que c'est ça, enfin, qu'un PD, a priori qu'un gros PD, je crois. Moi, on va pas épiloguer, parce qu'évidemment, c'était très cru, très imagé. On aurait même pu faire des dessins. Je me suis retourné en lui disant de rester à sa place. Et effectivement, il est resté à sa place, sauf que ce monsieur a eu la bonne idée de me suivre et de m'attaquer par derrière, dans le dos, voilà. Je suis blessé pendant 1 mois et demi, épaule démise, côte cassée, certaines choses. C'est étrange, surtout quand on ne fait rien. Quand on fait ses courses, c'est très très violent.
Ça a toujours existé, l'homophobie, les agressions. Ça a toujours existé, ça existera toujours. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'elles sont de plus en plus violentes. Et que c'est de plus en plus cru. De plus en plus dur. Voilà. Un crachat, une insulte, moi j'en ai tous les jours, 20 fois par jour. Les coups, ça fait mal. Je suis un fils d'ouvrier, initialement. Mon père a travaillé dans une usine de pneumatiques. Mais par contre, mes parents avaient un point d'honneur à ce que leurs enfants suivent des études et puissent réussir dans la vie. J'ai intégré l'ESSEC, l'École supérieure des sciences économiques et commerciales, et j'ai eu mon diplôme de l'ESSEC en 1969. Je voulais d'autant plus réussir, si vous voulez, que ça avait été un sacrifice financier important pour mes parents. Pour moi, c'était une évidence. Je ne me suis même pas posé la question. Pour moi, il fallait que je réussisse. Je suis rentré au Crédit Agricole en 1976 et ma carrière a été essentiellement commerciale. Souhaitant évoluer, je devais passer le concours interne du Crédit Agricole. Donc, à l'issue de ce concours réussi, j'ai postulé à maintes reprises et je n'ai rencontré que des échecs. Officiellement, j'ai postulé 14 fois. À chaque fois, j'ai eu une réponse négative. Le fait que je n'ai jamais pu obtenir un poste correspondant à mes aspirations, en dépit du fait que je sois diplômé d'une grande école de commerce, en dépit du fait que je sois déclaré apte à exercer des fonctions managériales de haut niveau. Je ne peux qu'en déduire que mon orientation sexuelle a joué un rôle imminent. J'ai eu le sentiment effectivement que j'avais atteint ce qu'on appelle le fameux plafond de verre, c'est-à-dire cette limite au-delà de laquelle vous ne pouvez jamais, que vous ne pouvez jamais dépasser. Ce fameux plafond de verre qui n'est connu que de ceux qui le posent, c'est-à-dire les managers, décideurs, et de celui qui s'y cogne. Oui, j'ai eu ce sentiment-là et jusqu'à mon départ en retraite, il a bien fallu que je me rende à l'évidence que je ne passerai jamais ce fameux plafond de verre. Oui, j'ai une vie ratée et pour moi, ça a été une souffrance permanente. Car ce combat, cette lutte pour exister, je l'ai menée tous les jours, tout au long de ma vie, depuis le début de ma vie, jusqu'à maintenant. Ne trouvant pas ma place dans cette société, je largue les amarres régulièrement, je pars ailleurs et ça m'apaise. Quand je bouge, quand je voyage, quand l'environnement est différent, quand les gens sont différents, quand la culture est différente, j'oublie. J'arrive à être moi-même et je revis. J'ai décidé de saisir la justice pour faire reconnaître mes droits. En faisant ce procès, je m'attaquais à quelque chose de très important, à une très grosse entreprise, et je prenais d'énormes risques. Ce procès a duré 8 ans. Naturellement, le Crédit Agricole a crié au scandale, a dit que c'était impossible, c'est pourvu en cassation. Et la Cour de cassation m'a donné raison et a condamné le Crédit Agricole pour discrimination homophobe.
Donc pour moi, il s'agit d'une grande victoire, car c'était la première fois en France qu'une grande entreprise était condamnée pour discrimination homophobe à l'égard d'un de ses salariés. Grâce à ce jugement, les entreprises vont devoir être très attentives à la façon dont elles traitent les homosexuels. Oui, je suis fier de l'avoir gagné, ce combat. Je suis fier parce que ça me réhabilite, à mes yeux, aux yeux de certains, mais je suis fier aussi parce que je crois qu'à travers ce jugement, j'ai fait, à mon niveau, à mon modeste niveau, avancer la cause homosexuelle. J'ai commencé à travailler à 16 ans dans le magasin de ma mère, c'était une épicerie. Et puis à 17 ans et demi, j'ai voulu travailler dans une grande surface. J'étais la plus jeune employée de France. J'y suis restée 16 ans. J'ai monté tous les échelons de simple caissière à chef de rayon. En 2009, j'ai rencontré quelqu'un et on a décidé de vivre ensemble. Donc j'ai déménagé où j'habitais et je suis venue habiter dans le Vaucluse, près de Vaison-la-Romaine. Et donc j'étais embauchée en 2009 dans une grande surface. Au départ, la première année, c'est très bien passé. Il y avait une équipe jeune. En 2009, mon chef est parti. Je sentais que l'ambiance se dégradait un petit peu parce que je commençais un petit peu à avoir des réflexions, des sourires moqueurs. Je n'ai pas prêté attention au départ. Puis après, c'est vrai que quand j'ai commencé à avoir des gestes avec la langue, avec les doigts, en faisant des signes de moquerie, je me suis dit, je sais pas, mais c'est un peu bizarre tout ce qui passe autour de moi. Donc le matin, le chef boulanger passe, il me sort, bonjour, alors comme ça, toi, tu n'aimes pas les hommes. Tu préfères les femmes. Tu n'as jamais connu le loup, alors. Mais de la manière qu'il le disait, je savais que ce n'était pas une plaisanterie, quoi. C'était méchant, parce qu'il ricanait, il riait, il se moquait, quoi. J'ai dit non, j'ai pas connu le loup, comme tu dis, j'ai pas connu d'homme, je préfère les femmes, et c'est mon orientation sexuelle, ça ne te regarde pas. Lui, maintenant, c'était clair et net, il avait vraiment envie de me faire du mal. En plus, je le voyais, il commençait à parler avec beaucoup de personnes. La rumeur devait s'étaler dans le magasin, il fallait bien que ça fasse un peu rire du monde, donc là, ça allait plein pot. Je me suis retrouvée avec un nouveau chef de rayon, une femme. Cette personne-là me faisait des réflexions de plus en plus méchantes. Un jour, elle me dit, tu sais que moi je joue aux boules, je fais les concours de boules. Si tu es célibataire à l'heure actuelle, t'as qu'à venir à Agnons. Il y a plein de gouines qui font les tournois de boules. Tu en trouveras bien une qui t'intéressera. Ça a été la première réflexion qu'elle m'a dite. Après, un matin, elle s'approche de moi avec son combi, puis elle le passe. Puis elle me fait « Alors, la grosse glandeuse, t'as pas encore fini de mettre en rayon. Pour bouffer de la chatte, là, tu es bonne, mais pour mettre en rayon, tu prends du temps. » Alors là, je suis restée baba parce que je ne parle pas du tout comme ça, je ne suis pas vulgaire, donc ça m'a mis à plat, quoi. Donc là, j'ai dit maintenant, il faut que ça s'arrête, quoi. Donc avec mon patron, on avait des réunions pratiquement toutes les semaines, j'avais des réunions et je lui dis voilà, on en est venu de la gouine à maintenant à bouffer de la chatte, à bouffer des moules, j'en peux plus, à brouter le gazon. J'ai dit moi des réflexions comme ça, je n'ai jamais entendu ça de ma vie, je ne le supporte plus. Et donc il m'a dit mais ça va se passer, t'inquiète pas, parce que c'est le sujet de conversation en ce moment dans le magasin, ça va passer. Après ça a été encore plus méchant, les derniers jours on va dire, ça a été vraiment méchant. Donc un matin j'étais accroupie en train de remplir mon rayon
J'entends un gros bruit donc, qui s'avance de plus en plus. J'ai juste le temps de me relever et de mettre les mains en avant. Et j'avais le Rolls, on appelle ça les Rolls, des grandes surfaces, où il y a la marchandise rentrée qui est posée dessus. Le Rolls qui me fonçait dessus pour m'écraser, pour me coincer dans le rayon. Donc j'ai eu juste le temps de mettre les mains en avant pour arrêter le combi, sinon elle m'aurait écrasé contre un rayon. Je suis allée chercher mon chef de rayon et je lui ai dit, écoute, maintenant, il faut vraiment que tu fasses quelque chose pour moi. Et là, il m'a dit, Martine, écoute, je sais qu'elle est folle, je sais qu'elle est homophobe, je ne peux rien faire pour toi. Je sais qu'il est allé aussi parler à mon patron. Et mon patron, vous savez ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, c'est les aléas du travail, c'est les aléas de la vie. Point barre. On n'en parle plus. À la maison, je dormais plus, je commençais à moins manger, je faisais des cauchemars, j'étais vraiment très mal. C'est la première fois que ça m'arrivait dans mon travail et je me faisais vraiment du souci. Je partais vomir le matin au travail. Ça m'arrivait souvent d'aller aux toilettes, de vomir. Quand il arrivait le week-end, j'étais contente quand je ne travaillais pas le samedi après-midi parce que je me disais, je suis à la maison, je suis en sécurité. Le dimanche, je suis en sécurité. Et quand j'y arrivais le dimanche, je commençais à être mal, je me disais, ça y est, dans quelques heures, je vais repartir. Un jour, ils vont me lyncher, ils vont me frapper, quoi. J'avais de plus en plus peur. Alors que moi, depuis 37 ans, je bosse, j'ai jamais été au chômage de ma vie. Je ne voulais plus aller travailler. J'ai eu des idées noires, quoi. J'avais envie de me flinguer, quoi. Des fois, j'appelais 5-6 fois mes amis pour leur en parler. Et là, tout le monde m'a dit, Martine, tu dois pas te laisser faire. Tu dois pas te laisser faire, tu dois faire bouger les choses. J'ai dit, mais comment je peux faire bouger les choses? Personne ne me défend. Donc on m'a dit, il doit y avoir des associations qui peuvent t'aider, il faut que tu te débrouilles. Et c'est vrai que sur Internet, j'ai cherché et j'ai trouvé l'association d'SOS Homophobie. Et l'association, c'est vrai qu'elle m'a beaucoup aidée. Ils m'ont dit, il y a la médecine du travail aussi qui peut vous aider. La médecine du travail, les syndicats. Donc le mercredi, je suis allée à la médecine du travail. Il m'a dit, bon, mais écoutez, on va faire quelque chose, je ne peux pas vous renvoyer dans ce magasin. Et c'est vrai qu'il m'a aidé, c'est grâce à lui donc que j'ai été reconnue en inaptitude à tous les postes du magasin. Voilà. Je sais que dans une grande surface, je ne pourrai jamais plus y travailler. Quand je vais dans un grand magasin, je sais que je suis mal à l'aise. Pour moi, je me reconstruis petit à petit. Très vite après l'agression, on s'est dit, Olivier et moi, on est deux, c'est très bien. Et les salauds-là, on ne les laisse pas nous intimider ou nous gâcher la joie de vivre. On s'aime, on aime la vie. 99% de la population sont des gens tout à fait OK et bien. Et il y a quelques connards. Et eux, ils ne doivent pas avoir le dessus dans ce type d'affaires. Ce qui m'attriste, je peux dire maintenant que moi, en tout cas, je ne suis pas resté aussi confiant, que je suis plus trop à l'aise dans l'espace public, que j'ai peur de m'installer sur une terrasse dos vers la rue. Surtout quand on est dans le métro ensemble ou dans la rue, on se tient absolument pas la main et ça nous arrive même de se séparer un peu l'un de l'autre pour pas être reconnaissable d'un couple homo. Ça m'attriste énormément car je trouve ça une faiblesse, donc je suis en colère contre moi-même. Et c'est nul. C'est comme nous, on est encore punis ou une sorte d'interdiction de territoire et on est des victimes, merde. J'y pense tous les jours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais faire attention à certains endroits, à certains événements. Je vais être beaucoup plus... pas peureuse, c'est-à-dire que je vais éviter qu'ils puissent penser, ces gens-là, que je les provoque en me trimballant dans la rue. C'est compliqué. Hein. Je suis maintenant le PD agressé à vie. Hein. Il y a vraiment cette comparaison entre ma vie d'avant et la vie de maintenant où je ne peux plus... ou même si je ne suis pas parano, je suis donc survigilant. C'est-à-dire que si je me promène dans la rue et que j'entends un bruit violent, je vais faire un sursaut. Tout m'inquiète. Mes 4 agresseurs ont été condamnés 3
à 20 ans de prison et le 4e à 16 ans de prison. Pour tentative de meurtre, acte de barbarie, séquestration et le tout en réunion. Et avec, bien sûr, pour la première fois en France, la circonstance aggravante de l'homophobie. Parce que là, 20 ans, on est sur un meurtre réel. C'est-à-dire que je ne suis pas là à parler. C'est des peines pour un... Mais ce que la Cour a manifestement bien compris, c'est que là, je m'exprime, je parle, ok, je vis seul, mais par contre, je n'ai jamais retravaillé. C'est quelque part comme si j'étais mort. J'ai plus une vie dite normale. Je pense que je suis une battante quand même, avec tout ce qui m'est arrivé. C'est la première fois que ça m'est arrivé, mais j'ai quand même envie de m'en sortir pour montrer justement aux gens qu'on est des gens normaux, comme tout le monde. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai cherché sur Internet un très bon avocat, parce que je veux gagner cette affaire, je veux qu'il soit condamné au prud'homme comme au pénal, surtout au pénal. Je veux que ces personnes soient condamnées, qu'elles soient punies, qu'elles ne refassent jamais plus ça à personne. Parce que des homosexuels, il y en aura toujours de partout. On ne peut pas nous détruire, on ne peut pas nous exterminer. Donc il y en aura dans le magasin. Je veux que ça lui serve de leçon. J'ai un ami qui a perdu ses parents, mais il a tellement une belle image de ses parents. Il les vénère tellement que je l'envie presque, en fait. C'est quand il dit « ma mère, c'est la meilleure mère au monde » et « mon père, c'est le super papa, super héros ». Il n'a pas 6 ans. Il a 35. Je veux dire, c'est un homme d'affaires et qui gagne bien sa vie. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui rêve un peu. Et comment il parle de ses parents et quelle importance il leur donne. C'est tellement beau. J'en suis presque jaloux, quoi. Dire pourquoi moi je peux pas dire la même chose. Pourquoi je peux pas dire que ma mère c'est la meilleure mère au monde et que c'est la plus belle femme et que c'est les choses les plus importantes. Et qu'elle me fera jamais de mal. C'est le genre de phrases que je peux pas dire. Mon père, j'ai tout essayé pour le joindre. Je lui ai envoyé des mails, des SMS, j'ai appelé son portable, son travail, j'ai envoyé des cartes postales. J'ai tout fait. J'ai été même me mettre devant sa voiture pour lui montrer que je voulais lui parler, que je l'aimais. Il s'est pas retourné, il a même pas tourné la tête, il a continué. J'ai essayé de l'appeler, il a décroché le téléphone, il l'a mis à l'oreille, j'ai entendu pleurer, mais il parlait pas. C'est moi qui lui a parlé en fait. Même s'il répondait pas, je savais qu'il écoutait. Et quand je lui ai dit qu'il me manquait et que je l'aimais, il m'a dit que lui aussi. Donc c'est là où il a répondu. Il a répondu qu'il m'aimait. Je l'aime plus que tout, quoi. Ouais. Malgré les choix que je fais, c'est mes choix et je les ai pas choisis. C'est mes choix et je les ai pas choisis.